Monsieur De Gallet, est-ce que vous pourriez présenter les intervenants? Je peux naturellement présenter les intervenants. Je ne sais pas si c'est nécessaire de présenter Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, ancien sénateur, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées du Sénat, président de la Fondation Prospective et Innovation qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans par René Monoury et François Dalle. Et Jean-Pierre Raffarin est également président de la fondation Leader pour la paix. Et ce webinaire est d'ailleurs à cheval entre la Fondation Prospective et Innovation et les Leaders pour la paix. Le professeur Guillaumont est donc le président de la FERDI, la Fondation pour les études pour le développement, enfin les études et la recherche pour le développement international. C'est un très grand spécialiste de l'Afrique et des questions monétaires et démographiques sur l'Afrique. Tertius Zongo est ancien Premier ministre du Burkina Faso. Il a représenté son pays auprès d'institutions internationales de financement et il est également le président de la chaire Sahel qui a été créée il y a quelques petites années à la FERDI. Paul Desremaux est un banquier connu en Afrique. Il a été à l'origine d'une des plus grandes banques africaines d'aujourd'hui. C'est un économiste et c'est également un essayiste à travers son blog et les ouvrages qu'il a publiés. Et nous avons donc également les auteurs du rapport sur les causes internes des conflits, avec deux jeunes chercheurs de la FERDI, Laurent Wagner et Soso Fainduno, voilà, qui sont les auteurs de ce rapport qui a été commandité par la Fondation Prospective et Innovation pour les Leaders pour la paix et sous la direction naturellement du professeur Guillaumont. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de suivre ce webinaire et je remercie les participants à la discussion de cette libérée pour cette importante occasion. Pourquoi importante occasion? Parce qu'au fond, nous sommes quand même tous extraordinairement préoccupés par la situation internationale. Je dirais qu'il y a deux facteurs qui sont extrêmement préoccupants quand on regarde les choses aujourd'hui avec un peu de distance. D'abord, les tensions internationales diverses et variées, et cette tension dominante qui rend tout le monde très dangereux entre la Chine et les États-Unis, mais entre les tensions, je dirais, macro-planétaires et puis les tensions micro-régionales, plus les phénomènes de terrorisme et de grand banditisme, au fond, on voit bien qu'il y a, avec le crime organisé et toutes sortes d'interventions, une montée puissante des tensions. Et puis, deuxièmement, on voit bien aussi que dans cette situation internationale, on est un peu, je dirais, pris de vitesse par tous ces conflits et que globalement, on prévoit mal, on anticipe mal et globalement, notre multilatéralisme qui est supposé nous apporter la paix par le dialogue, au fond, on le sent quelquefois dépassé. Et ceci est assez préoccupant parce qu'on ne voit pas forcément les forces apparaître capables de réformer ce multilatéralisme né il y a 75 ans et aujourd'hui, ce multilatéralisme fait quand même globalement son âge. L'Afrique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui il y a 75 ans. L'ensemble des forces asiatiques dont la Chine n'était pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On voit bien qu'il y aurait besoin de réformes et on voit bien qu'on est plutôt dans une situation
d'immobilisme. D'un côté, une violence qui monte dans toutes les sociétés avec des tensions qui se multiplient. De l'autre côté, un système de gouvernance qui est globalement fatigué. Et donc, dans ce contexte-là, l'association nationale qui est notre fondation prospective et innovation et l'organisation internationale qui est leader pour la paix, nous avons souhaité engager avec la FERDI une réflexion sur un des axes prioritaires du rapport annuel de la Fondation pour la paix, fait par l'ambassadeur Pierre Vimont et discuté par les 40 membres de Leaders pour la paix. Vous savez, Leaders pour la paix, c'est en sorte une sorte de maquette du Conseil de sécurité, une quarantaine de personnalités qui discutent ensemble un certain nombre de sujets qui peuvent déboucher sur des conflits graves. D'ailleurs, Tertius Songo est membre de cette organisation et je suis très heureux à cette occasion de le retrouver. Et donc, nous sommes ensemble dans une sorte de collège d'expérience avec 8 anciens premiers ministres, 7 anciens ministres des Affaires étrangères, avec des diplomates, avec un certain nombre d'experts. Et nous voyons bien que nous avons du mal à prévenir les conflits. Et donc la FERDI, par son expérience, par sa contribution scientifique et d'expertise, pouvait nous apporter une réflexion sur cette prévention et notamment un indicateur à la recherche duquel nous sommes pour essayer d'identifier les paramètres précurseurs. Et ces paramètres précurseurs, nous souhaitons les anticiper pour le mieux. Et on voit bien que si on n'est pas capable d'anticiper ces différents paramètres, on sera incapable de régler les problèmes avant qu'ils ne prennent une dimension trop internationale avec des risques majeurs pour l'équilibre de la planète. On voit d'ailleurs que non seulement les conflits ont été plus nombreux en nombre, mais ils sont aussi plus forts en intensité. Et donc, on voit bien qu'il y a là des risques majeurs à laisser traîner les situations qui ne vont pas en s'arrangeant d'elles-mêmes et pour lesquelles il faut engager de véritables stratégies et un réel travail. Pour nous, à Leaders pour la paix ne tombe pas du ciel. La paix est un travail. C'est une préparation qui demande beaucoup d'intelligence, de négociation, de dialogue et donc de compréhension de l'autre, mais aussi de faits culturels, de faits sociaux. Et au fond, on trouve dans nos sociétés, avec la pertinence de nos regards conjoints, on voit bien qu'il y a dans nos sociétés les germes de futures violences ou de réelles violences aujourd'hui plus ou moins explosives. Et donc, il était important pour nous d'essayer d'engager cette réflexion sur l'analyse des causes et de voir comment on peut essayer d'agir sur les causes. Et nous souhaitons que ce regard porté par des experts sur les processus de crise et de guerre puisse être appliqué sur un territoire. Et pour nous, il était important de regarder de près ce territoire du Sahel. Et donc, je remercie pour ceux qui sont autour de cette table de discussion, d'une part, ceux qui, avec la FERDI, sont les experts qui ont construit cet indicateur et cette stratégie, je dirais, d'anticipation des conflits, mais aussi ceux qui, comme Tertius Zongo, peuvent nous donner un regard appliqué sur la situation du Sahel, où on voit bien que ces jeunes qui aujourd'hui aspirent à des projets, aspirent à un emploi, on voit bien que si le monde de l'intégration leur ferme toutes les portes, c'est une force qui est à la disposition du terrorisme aujourd'hui de manière très accessible. Et donc, si on n'est pas capable de régler un certain nombre de sujets de cette nature, comme l'intégration sociale des jeunes en Afrique, de ce milliard de jeunes qui, d'ici le milieu du siècle, il faudra intégrer, on voit bien que nous allons vers des conflits et des tensions, et en tout cas que le terrorisme risque de ne pas manquer de main-d'œuvre. Et donc, dans tout ce contexte-là, nous avons voulu, avec nos fondations, et je remercie l'ensemble des organisateurs, nous avons voulu engager un débat sur à la fois
l'approche de prévention et puis aussi sur les causes qui peuvent être identifiées de manière spécifique au Sahel et essayer d'appliquer cette réflexion de la FERDI sur le Sahel, qui est une des parties du monde qui nous préoccupe beaucoup, pour lequel nous nous sentons un destin commun, destin euro-africain, mais destin aussi profond avec ces pays qui, je pense au Burkina par exemple, ou avec Tertius, nous avons eu des dialogues avec les jeunes récemment dans le cadre de Leaders pour la paix, avec notre secrétaire général Donia Kawach, on voit bien qu'il y a un grand vide aujourd'hui de la réflexion sur la nécessité de traiter les signes d'alerte qui sont dans les sociétés, qu'on voit apparaître, qui sont porteurs de crises et de conflits, mais quelquefois qui déclenchent une sorte d'indifférence des décideurs mondiaux. Et c'est ce que nous avons voulu essayer d'éviter et donc de faire d'une certaine manière, avec ce webinaire, un peu un travail de lanceur d'alerte sur la nécessité d'anticiper les crises pour mieux les régler. Je vous propose maintenant de laisser la parole au professeur Patrick Guillaumont qui peut nous présenter et le contenu essentiel de ce rapport et puis, je dirais, sa dimension technique et professionnelle et qui peut, pour nous tous, être justement un outil pour ce travail d'alerte. Je vous remercie et je laisse le micro à Patrick Guillaumont. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, cher Jean-Pierre Raffarin, de me donner ce micro et surtout merci de la confiance que la Fondation Leader pour la Paix et la Fondation Prospective et Innovation ont manifesté à l'égard de la FERDI en soutenant ce travail qui a conduit au livre qui est maintenant disponible sur le site de la FERDI et sur le site de la Fondation Prospective et Innovation, qui est les conflits internes dans le monde, estimer les risques pour cibler la prévention. Alors, cet ouvrage a été effectivement rédigé et préparé par Soso Feindouno et Laurent Wagner sous notre responsabilité. C'est un ouvrage qui a pris beaucoup de temps et je me réjouis de cette coopération qu'on a pu établir entre nos fondations à cette occasion et je me réjouis de l'utilité, fut-elle modeste, que cet ouvrage pourra apporter au grand objectif de la Fondation Leader pour la Paix, qui est de promouvoir la paix. Merci aussi à Serge, bien sûr, qui modère cette session, qui l'a introduite et qui nous a bien aidé à la préparer. Alors, je voudrais simplement rappeler quel est le contexte et l'objectif de l'ouvrage. Avant de laisser la parole pendant la moitié de mon temps, si je puis dire, à Soso, qui en présentera les aspects plus techniques, mais dans un langage non technique. Nous avons été frappés, bien sûr, par la montée des conflits et le changement de la nature même des conflits en Afrique, avec la montée du terrorisme, le crime organisé qui prend tant d'importance et une nouvelle forme de fragilité des États sur lesquels la communauté internationale s'interroge depuis maintenant longtemps, mais de façon presque impuissante. Je dois dire que dans cette approche, nous avons pensé à la FERDI qu'il était possible d'apporter une petite contribution en faisant converger deux de nos programmes principaux. L'un qui est sur la sécurité et le développement au Sahel, qui date maintenant de plusieurs années. Nous avons, avec Tertius et
et bien d'autres préparaient cet ouvrage qui reste totalement d'actualité, qui s'appelle Alliés, sécurité et développement, plaidoyer pour le Sahel. Et c'est à la suite de cet ouvrage que nous avons pris l'initiative de créer cette chaire Sahel implantée à Ouagadougou sous la présidence de Tertius Zongo. C'est vraiment une préoccupation majeure pour une fondation comme la nôtre. L'autre courant de réflexion a été un programme qui peut vous paraître plus technique, mais dont on va voir l'utilité, qui était un programme qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Indicateurs innovants de développement, dans lequel on a cherché à faire valoir des indicateurs nouveaux, et notamment des indicateurs de vulnérabilité, pour justement prévenir les causes, les facteurs de choc, de conflit, et améliorer la résilience, comme on dit, des pays. Donc, à cette jonction des deux programmes, nous avons été amenés à réfléchir à ce que pourrait être une analyse des facteurs objectifs de la survenance des conflits. Il y a toute une littérature chez les économistes un peu sophistiquée sur les analyses économétriques des conflits. Il y a d'autre part des fondations qui font des beaux rapports sur les indicateurs de paix, mais il n'y avait pas ce qui nous paraissait important, une analyse d'un indicateur qui permette d'objectiver les sources profondes de probabilité de déclenchement de conflits. Et c'est ainsi que nous avons établi cet indicateur de vulnérabilité politique structurelle, qui est un indicateur de risque de conflit. Et je crois qu'on le verra peut-être tout à l'heure, que l'analyse de ces facteurs, de ce qui déclenche une probabilité, même faible, mais qui est quand même significative, permet d'identifier des voies pour prévenir. On ne le dira jamais assez, la prévention des conflits est non seulement fondamentale sur un plan politique et humain, mais je dirais même en termes économiques. Le coût des conflits est tel que les mesures pour prévenir doivent être prises, fût-elles coûteuses, en agissant sur ces causes pour en diminuer la probabilité. Et donc, dans le rapport, il y a non seulement une analyse de ces facteurs avec des modèles pour essayer d'établir quels sont les facteurs, mais aussi des conclusions sur les moyens, sur les moyens de prévenir, et notamment sur la façon de rétablir le contrat social, de promouvoir un emploi décent, de cibler les territoires, etc. Et tout ceci découle de cette analyse des facteurs objectifs. Le second élément pour lequel nous avons introduit dans cette analyse une distinction qui est pour nous fondamentale, c'est une distinction entre les facteurs structurels des conflits et les facteurs qui sont plus conjoncturels ou liés à la politique immédiate ou à des événements transitoires. Et cette distinction est importante pour une raison très précise qui nous est apparue dans tous les travaux qu'on a faits au cours des dernières années sur les critères d'allocation des banques multilatérales de développement, qui sont face à une sorte de contradiction, à savoir qu'on veut aider plus les pays qui sont les plus performants, et en même temps, on découvre qu'il faut aussi aider les pays qui sont les plus fragiles. Et paradoxe, le critère qui a été longtemps utilisé par ces banques multilatérales était le même critère, ce qu'on appelle le CPIA dans le jargon, et qui était un indicateur de performance. Donc, CPIA augmente, on augmente l'aide, mais en même temps, ce CPIA servait à identifier les pays fragiles parce qu'ils avaient une mauvaise gouvernance. Alors, quand un pays passait le seuil dans lequel il devenait fragile, il recevait plus, mais s'il améliorait sa position, il cessait d'être fragile et il recevait moins. Et
c'est pas un débat académique. En 2011, et ça nous amène directement au Sahel, les 3 pays sahéliens dont nous allons reparler, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'étaient plus considérés comme fragiles parce que, ayant amélioré leur politique, ils avaient amélioré leur CPIA et donc ils n'étaient plus fragiles. Et donc maintenant ils sont redevenus fragiles, certes, hélas. Et donc ils vont retrouver le bénéfice de l'appartenance à cette catégorie, mais cela veut dire qu'il manquait très précisément un indicateur de cette fragilité politique qui puisse objectivement se distinguer de ce qui était l'indicateur de politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'ouvrage discute beaucoup la distinction entre les facteurs qui sont structurels et les facteurs non structurels. Alors, je vais laisser à Soso le soin de présenter cet indicateur, mais je ne voudrais pas le faire sans dire et souligner à quel point le fait de mettre un peu de technique d'analyse, d'économétrie, peut-être même beaucoup, dans l'analyse de ces facteurs objectifs, en regardant une grande gamme de facteurs, n'est pas du tout pour prévoir les conflits, ce serait ridicule, mais simplement pour faire émerger des facteurs profonds qui créent une probabilité, fût-elle faible, de déclenchement d'un conflit, et même une faible probabilité doit être prise au sérieux, compte tenu du fait que c'est très pascalien ce que je dis, compte tenu du coût infini, presque infini, du déclenchement des conflits. Voilà, nous avons affaire, les conflits sont liés à beaucoup d'éléments très subjectifs, je dirais parfois épisodiques, mais comme, puisque nous sommes sous la tutelle de, si je puis dire, de Tolstoï, la dernière phrase de La guerre et la paix, c'est qu'il faut regarder sur quoi, il dit, il souligne la dépendance que nous ne sentons pas, les lois profondes qui peuvent provoquer les conflits, quelle que soit la liberté des individus. Voilà, donc peut-être, Soso, quelques mots sur cet indicateur qui n'est pas un indicateur de prévision, mais de probabilité. Merci beaucoup, M. Guillemot, de m'avoir donné la parole. Merci également aux honorables et distingués membres du panel pour leur participation à cet événement. Par manque de temps, je suis aussi amené à m'exprimer au nom de mon collègue et co-auteur Laurent Wagner. Ma parole et mes propos seront également les siennes. Comme l'a si bien introduit M. Guillemot, je vais tout de go me focaliser sur un aspect bien important en fait, de notre travail qui a consisté à la production d'un indicateur de risque structurel de conflit. Cet indicateur est le résultat d'un travail qui a démarré il y a bien longtemps avec la production d'un indice de violence intérieure, IVI, dont l'objectif était de mesurer de façon rigoureuse et quantitative le niveau de violence sous ses différentes formes dans les pays en voie de développement. À la suite de cet exercice, nous avons voulu pousser le bouchon un peu plus loin en nous dotant cette fois-ci d'un indicateur de risque structurel de conflit. Alors, pourquoi un tel indice? Tout d'abord par notre volonté, au fait, la volonté qui était la nôtre, au fait, d'élargir et d'étoffer la palette freudienne en termes d'indicateurs en couvrant davantage de dimensions, mais également parce que sur le marché, ce type d'indicateur qui peut être utilisé dans le cadre des politiques de développement n'existe pas. Les travaux dans le domaine qui s'essayent un peu à ce genre de choses reposent également souvent sur de la prédiction. Or, la prédiction, nous le savons tous, au-delà ou exceptionnellement, à l'exception de la curiosité scientifique qu'elle génère, peut être un exercice vain pour plusieurs raisons. Je vais vous en évoquer quelques-unes. Il y a toujours un décalage entre le moment où nous entreprenons une étude et la dernière année disponible dans la base de données. Et prédire au fait un conflit ou une violence future à partir des données passées, aussi fiables soient-elles, peut paraître parfois un peu ridicule, on pourrait dire au fait. Voilà. La prédiction repose souvent aussi sur une approche dichotomique avec un seuil discriminant qui peut paraître absurde, notamment lorsqu'il faille classer des situations autour du seuil. C'est pourquoi il est nettement plus intéressant en fait de
de voir les situations de vulnérabilité. M. Guillaume le rappelait tout à l'heure avec le cas du CPI. C'est toujours intéressant de voir les situations de vulnérabilité et de fragilité sous un prisme de continuum. En outre, on a aussi la prédiction peut paraître parfois contre-productive. Vous imaginez bien, lorsqu'on prédit qu'un pays connaîtra une année donnée un conflit, alors que voilà, la population a déjà pas mal de difficultés, la psychose que cela peut créer au sein de la population. À l'inverse également, pronostiquer sur une situation de paix, alors qu'il n'en est rien, peut pousser au fait les acteurs politiques à une situation d'excès de confiance et à n'entreprendre aucune politique allant dans le cadre de la préservation en fait, de la paix. C'est dans ce cadre également, nous avons cherché à estimer le risque de conflit et non pas prévenir. C'est une question sémantique essentielle, mais qui vaut tout à fait son pesant d'or. Et pour ça, il faut un modèle. Le choix du modèle repose sur des hypothèses. Et l'hypothèse que nous avons utilisée ici, la nôtre était de dire que le déclenchement d'un conflit est la résultante de l'interaction de deux types de facteurs, de deux groupes de facteurs, les facteurs structurels et les facteurs non structurels. Donc, la gageure consistait alors d'estimer un risque inhérent à chaque type de facteur. Donc, nous avions donc estimé un risque structurel, mais également un risque non structurel. Nous nous sommes servis des avancées récentes en termes de big data, en comparant les performances d'une myriade de modèles. Nous avons choisi le modèle qui nous paraissait bien avec de meilleures propriétés, de meilleures performances et qui répondait à l'hypothèse que nous nous étions posée au départ de notre analyse, c'est-à-dire estimer le risque structurel et le risque non structurel. Le risque structurel, c'est un risque latent, un risque de long terme qui est capté par des facteurs, des handicaps structurels qui maintiennent les pays dans une trappe de violence. Donc, ils évoluent, ils sont parfois très, très insidieux, ils évoluent lentement, sur le long terme et très durable. C'est parmi ces facteurs, nous pouvons compter par exemple la faiblesse du revenu par tête, la vulnérabilité économique structurelle, la vulnérabilité structurelle au changement climatique. Nous avons également le risque non structurel. Le risque non structurel, quant à lui, il est plus fluctuant. Il est associé à des chocs liés à la conjoncture aussi bien nationale qu'internationale. Ce sont par exemple des chutes de revenus, des chocs climatiques, la dynamique des conflits ou du terrorisme dans la région, dans le pays ou chez ses voisins. Donc, deux principes ont régi au fait le choix des variables, leur pertinence au regard de la littérature, mais aussi la disponibilité des bases de données, parce que nous avions vocation en fait à perpétuer l'indicateur dans le temps. Et pour cela, il fallait reposer au fait le choix des variables sur des bases de données fiables, crédibles et qui sont souvent mises à jour. Voilà. Pour quelques résultats très, très rapidement, nous observons aussi bien que le risque structurel que le risque non structurel contribuent au déclenchement des conflits avec un poids plus important pour le risque structurel. Donc, nous avons bien vu, on avait le risque structurel, le risque non structurel. Ces deux risques, bien sûr, concourent au déclenchement des conflits, mais il apparaît qu'en général, les facteurs structurels sont nettement plus importants dans le processus de déclenchement des conflits. La plupart des variables qui avaient été utilisées pour capter ces deux risques paraissaient également significatives au fait dans le modèle qui avait été utilisé. Nous observons clairement en fait que les pays ne sont pas logés à la même enseigne du tout. Il y a des pays pour lesquels la violence est essentiellement entretenue par des facteurs structurels. Hein. Il y en a d'autres pour lesquels les conflits sont plutôt sporadiques, qui sont souvent dictés par la conjoncture nationale et internationale avec des événements qui surviennent du jour au lendemain et qui propulsent le pays dans un conflit. Le risque structurel des pays du G5 Sahel, nous l'avons observé, est à moyenne supérieur par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne, ce qui est très, très important. Notamment, on peut voir le cas de deux pays tels que le Niger et le Tchad, pour lesquels nous avons constaté à la moitié des années 2000, une évolution très, très importante du risque structurel de conflit.
le risque global dans les pays du G5 Sahel s'est accru ces dernières années, dans la dernière décennie, à l'exception peut-être de la Mauritanie. Tous les autres pays, on avait par exemple le Mali qui avait un risque structurel plutôt stable dans les années 2000, début 2010, et bim, on a constaté un rebond du risque global du Mali qui n'a fait que croître au-delà de la décennie 2010. Voilà. Donc, les perspectives, au fait, qu'en est-il des perspectives au fait de l'indicateur? Donc, l'indicateur, ceci est un premier jet. L'indicateur est appelé à évoluer. Rien n'est gravé dans le marbre, notamment en ce qui concerne la variable qui a été utilisée pour mesurer le conflit. C'est sur cette variable, surtout, nous comptons plus tard travailler parce que celle qui a été utilisée est celle de PRIO, l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, qui mesure les conflits à partir d'un certain seuil. Il faut 25 mois pour qu'un événement puisse être considéré comme un conflit, ce qui est quand même très, très contraignant. Et alors que nous savons que ces derniers moments, les conflits ont muté. Nous avons des conflits, des événements, des troubles sociaux qui ne font souvent pas beaucoup de morts, mais qui constituent des facteurs quand même très, très aggravants pour la stabilité économique, aussi bien que le contrat social dans ces pays. Je vous remercie. Et on pourra nécessairement répondre aux questions sur l'indicateur s'il le faut. Merci. Merci beaucoup, Soso. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Au fond, tout ça est quand même très important comme une étape d'une réflexion. C'est un mouvement. On ne peut pas considérer que sur ces sujets, il y a une vérité absolue déclarée au jour J. Et ce qui est important, c'est de voir notamment les tendances et les mouvements, y compris même d'ailleurs dans la différence qu'on peut faire entre probabilité et prédiction, la probabilité n'étant qu'une prédiction avec des incertitudes. Donc, on peut se retrouver quand même, au fond, ce qui compte, c'est vraiment le mouvement. Quand je vois, par exemple, votre dichotomie facteur structurel, facteur conjoncturel, on voit qu'elle est très importante. Elle est d'autant plus importante qu'on voit l'évolution, qu'on voit les tendances, d'où l'importance d'avoir un indicateur et pour créer des mouvements et d'essayer de voir un certain nombre de tendances. Par exemple, quand vous parlez justement des trappes à violence, on voit bien qu'il y a un certain nombre de territoires où les trappes à violence sont extraordinairement préoccupantes, où il y a une accélération tragique et que tout ceci n'apporte vraiment rien de bon. Appliqué, je pense, au Sahel, en interrogeant Tertius Songo, on pourrait lui demander un peu quel est son diagnostic de la situation, et notamment sur ces couples dialectiques qui sont un peu dans la démarche de la Ferdi. Je pense, par exemple, on voit bien aujourd'hui la dialectique qui se crée au Sahel entre le militaire et le politique. La solution est-elle d'abord militaire ou est-elle d'abord politique? Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de discussions qui font que, plus souvent, les milieux internationaux multilatéraux disent qu'aujourd'hui, dans ces conflits-là, la seule solution est politique. Oui, mais le politique qui dépend souvent de facteurs qui sont des facteurs endogènes, et quelquefois le militaire dépend de facteurs qui sont plutôt exogènes et qui sont des interventions, et que tout ceci pose un certain nombre de problèmes, crée des tensions et donc un certain nombre de blocages. Donc, Tertius, comment tu peux évaluer cette situation au regard de cette grille d'analyse très intéressante qui nous est proposée par la Ferdi? Merci beaucoup et je voudrais aussi saluer ce rapport et naturellement, comme il est dit dans le rapport, c'est vraiment organiser une stratégie informée pour essayer de prévoir la violence, l'insécurité, mais ce n'est pas donner des preuves tangibles. Et je pense que ça, c'est vraiment très important pour la réflexion. Et ce que vous dites m'amène à faire un certain nombre de commentaires. Le premier commentaire, c'est que les situations de conflit, de violence, que ce soit en Afrique, il faut se convaincre d'une chose, c'est que la fragilité, les situations de fragilité qui conduisent au conflit
sont, comme le rapport le dit, le produit de profondes mutations. Ce sont des éléments qui prennent du temps et qui, au fur du temps, débouchent sur la violence. Et ces éléments, c'est quoi? C'est aussi bien sur le plan économique, des profondes mutations économiques, des profondes mutations sur le plan social, des profondes mutations sur le plan environnemental, mais nous avons aussi des profondes mutations qui se font sur, comment je dirais, sur le plan social, si je l'ai déjà dit. Alors, si nous voyons que le spectre est aussi large, il est très réducteur de parler de politique et de militaire lorsqu'on veut apporter la solution. La solution ne peut être ni politique ni militaire. Le premier aspect de la solution, c'est d'abord la réflexion sur l'économie politique du pays. C'est quoi, comment on fait pour avoir une meilleure connaissance de l'histoire de la société. Cette société qui est fragmentée, cette société qui est divisée, quelle est son histoire? Ça, c'est un premier point. Quel est ce diagnostic qu'on fait? Une fois qu'on arrive à faire ce diagnostic, on se rend compte qu'il ne peut être mieux fait que par des gens qui vivent avec ces sociétés, qui connaissent leur parcours, qui connaissent un peu les périodes de turbulence que ces sociétés ont traversées. C'est vrai, il peut y avoir un apport extérieur, mais le vrai apport pour ce diagnostic sur l'économie politique de la société est un rapport, est un apport local. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on n'arrive pas à mettre en lumière ces fragilités, qu'est-ce qu'elles sont? Et deuxièmement, dire oui, et Soso en a cité plusieurs de ces fragilités. Comment nous faisons pour essayer d'apporter des réponses éclairées? Et ces réponses éclairées sont des réponses de long terme, mais qui nécessitent des actions de court terme. Comment s'assurer que les réponses sont globales? Pour que les réponses soient globales, il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Et regarder dans la même direction, c'est oublier que je suis militaire, oublier que je suis politique, oublier que je suis humanitaire, oublier que je suis diplomate, mais voici le tableau. Voici ces questions environnementales. Dans 10 ans, si nous n'avons pas une bonne politique urbaine, nous allons avoir des ghettos. C'est clair, il y aura des affrontements dans les villes. Dans 10 ans, si nous n'avons pas une politique au niveau du foncier, qui est une politique éclairée, dans 10 ans, les agriculteurs, les éleveurs vont sortir des couteaux, des coupes-coupes, ils vont se poursuivre. C'est clair, la violence sera là. Alors, par conséquent, ce n'est plus une question de militaire, de politique. C'est mettre autour d'une même table tous les acteurs et dire comment nous faisons pour regarder dans la même direction. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une approche globale. Une fois qu'on est d'accord pour regarder dans la même direction, il faut agir ensemble. Quand le militaire agit, il sait que le bras militaire, sans le développement, sans les services essentiels de base, quelle que soit sa puissance de feu, il ne peut pas empêcher les gens de manifester. Il ne peut pas empêcher les gens de défier l'autorité de l'État parce que l'État n'arrive pas à accomplir ses fonctions régaliennes. Donc, ce clivage de militaire ou politique, je pense que l'étude montre qu'il faut qu'on essaie de le dépasser. Parce que quoi qu'on dise, ils ont parlé un peu des stratégies de développement. Et je me souviens d'un petit passage où ils ont dit « Prévenir la violence est un facteur clé des stratégies de développement. » Et la stratégie de développement, elle n'est pas que militaire, elle n'est pas que politique, elle est une approche globale. Donc oui, il faut se poser cette question. Et malheureusement, peut-être dans nos pays, nous n'avons pas toujours su mettre les scientifiques, les chercheurs, le politique, le militaire, autour de la même table pour dire voici les problèmes que nous avons, quelle est la partition que chacun doit jouer et nous devons jouer ces partitions ensemble. Merci beaucoup, Tertius. Je crois que c'est cette approche globale qui est très importante, en effet, d'où l'intérêt d'avoir une approche analytique, je dirais, d'une certaine manière, comme l'indicateur, mais aussi d'avoir un regard horizontal sur l'ensemble des différents paramètres, parce que
je crois que tu as raison, les choses sont globales et on voit bien que dans les périodes récentes, on a vu beaucoup de manœuvres politiques de paix échouer et on a vu des interventions militaires ne rien régler, quelquefois même créer davantage de problèmes après l'intervention militaire qu'avant. Donc, on se trouve dans une situation où, en effet, il faut avoir cette approche globale. Est-ce que M. Paul Desrumeaux veut bien nous donner son regard expérimenté avec cette double culture euro et africaine qu'il a, et en même temps d'une réflexion stratégique, mais aussi professionnelle et financière. Monsieur Desrumeaux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais essayer d'apporter une réponse. Je voulais d'abord vous remercier et remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de cette intervention dans le webinaire. Et puis, comme mes prédécesseurs, saluer la qualité du travail de la FERDI, notamment pour cette différenciation des facteurs structurels et non structurels dans l'origine des conflits. Et vous verrez, je m'en servirai pour la présentation que je vais faire. Je vais concentrer celle-ci essentiellement sur le cas du Mali, que je connais le mieux, et qui est sans doute exemplaire, entre guillemets, en termes de gestion de conflits dans la période récente. Pour ce qui concerne les risques, si on peut commencer par cela, je pense qu'il y a eu 6 principaux risques qui sont apparus au Mali, 3 de nature structurelle et 3 de nature non structurelle. Le premier, c'est un risque de terrorisme régional qui est le plus connu, le plus ancien, et qui a conduit à l'existence d'un conflit à partir de 2012. C'est un risque meurtrier, puisqu'il y a eu beaucoup de victimes civiles comme militaires. C'est aussi un risque avec une dangerosité qui est accrue par l'extension de cette activité terroriste avec des liens au banditisme régional et international. Le second risque majeur est un risque de vulnérabilité économique. On peut en citer plusieurs exemples. D'abord, un appareil productif qui est peu diversifié, concentré sur 2 produits aux caractéristiques fortement soumises au choc exogène, c'est-à-dire l'or et le coton. Une production d'électricité, ça peut être un autre exemple qui est très insuffisante, qui ne répond pas à l'augmentation des besoins et qui ne tire pas profit du potentiel solaire qui est très important dans le pays. Et puis, on peut parler aussi dans cette vulnérabilité d'un capital humain qui est modeste à cause essentiellement d'un système éducatif et de formation qui est faible. Le troisième élément structurel majeur, à mon avis, au Mali, comme dans d'autres pays du Sahel, c'est une augmentation de population qui est forte, à peu près 3% par an, c'est-à-dire qu'elle consomme plus de 50% de l'augmentation du PIB dans les bonnes années, et qui conduit aussi à une urbanisation galopante vers la capitale qui peut provoquer des risques comme ceux qui viennent d'être évoqués par Tertius Zongo à l'instant. À côté de cela, on a des facteurs non structurels qui sont aussi significatifs, avec en premier lieu, je crois, des inégalités économiques dont on prend de plus en plus conscience dans le pays, qui sont bien sûr des inégalités financières dues à la mauvaise répartition des produits de la croissance, mais aussi dues à une corruption qui est de plus en plus grande, qui est de plus en plus connue et mal supportée parce qu'elle est très visible et qu'elle est souvent impunie. Un second facteur non structurel qui, je crois, est essentiel au Mali, c'est celui de la fragilité politique. Lorsqu'il y a eu en 1991 le renouveau démocratique, il y a eu beaucoup d'espoir en la matière,
mais ceux-ci se sont progressivement estompés et on a constaté une insuffisance de qualité du personnel politique et des institutions dans lesquelles il était présent. On a constaté aussi beaucoup de détournements de deniers publics et une insuffisance des politiques qui étaient menées. Ceci vient s'ajouter à d'autres inégalités spatiales ou de comportements qui peuvent exister. Et le troisième facteur, il est issu des augmentations constatées dans les affrontements dans les pays voisins, et notamment au Burkina depuis 2018 et au Niger également avec la zone des trois frontières. On constate que cet ensemble de risques a conduit au Mali à trois conflits successifs qui sont de nature différente, mais qui sont tous nés selon le même principe. Et je crois que c'est intéressant par rapport à l'analyse de la FERDI, c'est qu'il y a un ou plusieurs risques structurels qui sont eux-mêmes déjà d'une forte intensité et qui viennent s'entrechoquer avec un ou plusieurs risques non structurels qui peuvent brutalement grandir et entraîner, déclencher un certain nombre de crises qui peuvent conduire à un conflit, un peu comme un détonateur conduit à l'explosion d'une bombe par sa mise en jeu. Et on a eu ainsi trois conflits. Le plus ancien, il est né en 2012, c'est le plus connu. Il est issu de l'arrivée dans le nord du pays de djihadistes venant de Libye et en même temps de la présence d'un facteur non structurel qui est lié au déboire de l'armée malienne et au coup d'État qui s'en est suivi en 2012, qui a entraîné l'effondrement du pouvoir politique à Bamako. Ceci s'est terminé, comme on le sait, avec l'arrêt in extremis de l'armée française, mais c'est un conflit qui perdure depuis ce moment. Il y a eu à partir de 2016 un deuxième conflit qui a résulté de deux facteurs principaux, un facteur structurel qui est toujours sécuritaire, qui est la descente vers le centre du pays de terroristes et de bandits qui étaient renforcés en nombre et en moyens financiers, et en même temps deux facteurs non structurels, qui est l'un une détérioration des conditions économiques dans ces régions à cause de difficultés qui ont commencé à apparaître et qui se sont traduites par des oppositions croissantes entre communautés, confessions, professions, et puis un élément politique qui est venu de la déliquescence progressive de l'armée malienne et de l'administration, qui étaient tous deux affaiblis par un pouvoir politique de moins en moins capable d'assurer ses fonctions régaliennes et qui a fini par abandonner ses positions. Et puis un troisième conflit plus récent qui s'est déroulé en 4 étapes successives à partir des élections présidentielles de 2018 et qui s'est terminé par le coup d'État d'août 2018, qui lui a, à mon avis, un soubassement qui est avant tout économique et qui résulte d'une vulnérabilité croissante du pays en raison d'un État qui est paralysé par des difficultés internes et par une détérioration de l'environnement international, avec comme facteur non structurel déclencheur d'abord un ras-le-bol massif de la corruption et de l'inaction de l'État qui augmente les inégalités, et puis une opposition politique majeure qui a conduit à une situation ingérable. On constate que ces trois conflits ont entraîné une situation qui est actuellement particulièrement difficile et pour laquelle il faudra sans doute beaucoup de temps pour remettre les choses en ordre, mais pour laquelle on pourrait proposer peut-être 3 orientations majeures. Une première qui est de restaurer la confiance
à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien au niveau politique avec une meilleure crédibilité du personnel politique et des institutions, qu'au niveau surtout des administrations, où il faut rendre les principales administrations régaliennes plus fiables et plus efficaces en introduisant sans doute des procédures nouvelles pour cette remise en ordre, mais aussi au niveau des partenaires qui sont attendus pour reprendre les relations suivies et apporter les soutiens financiers, humains, techniques qui sont nécessaires. Une deuxième orientation pourrait être de restaurer la force, c'est-à-dire de rétablir la capacité d'action et de combat de l'armée malienne, ce qui est essentiel, en même temps que d'obtenir une meilleure coordination de ces forces nationales et des forces internationales, ce qui est attendu depuis longtemps. Et sur le plan économique, un deuxième point majeur qui est la restauration d'une priorité à l'économie, aussi bien au niveau du secteur productif que du secteur des finances publiques, les deux devant être remis en ordre et relancés. Et je crois qu'il faudrait une troisième direction qui serait celle de redonner l'espoir à l'ensemble de la population pour réduire l'intensité des risques, aussi bien avec un écosystème politique qui soit plus équilibré, plus efficace et mieux contrôlé, et avec un écosystème politique qui intègre à la fois une vision à long terme qui soit cohérente et un chemin pour l'atteindre qui soit à la fois réaliste et puis contraignant. Voici, Monsieur le Premier ministre, ce que je voulais dire sur la situation du Mali et comment on peut sortir de ces différents conflits qui se sont produits. Merci beaucoup, Monsieur Desremaux. En fait, je crois que l'importance que vous donnez à l'écosystème politique est particulièrement important en Afrique, où naturellement on a souvent affaire à des institutions elles-mêmes fragiles, dans des sociétés fragiles. Pour nos interlocuteurs et tous nos amis qui nous écoutent, si nous sortons du continent africain, nous pouvons trouver des risques difficiles aujourd'hui avec des systèmes et des écosystèmes politiques plus stables. Je pense au risque entre Taïwan et la Chine, où on voit que là, on a affaire à des systèmes qui sont relativement solides. Les dernières élections à Taïwan ont été claires et on voit bien que le système chinois n'est pas marqué par l'instabilité et pourtant les perspectives de conflit entre des systèmes sont réelles. Donc je voulais simplement ajouter ça, mais nous restons sur le Sahel, nous restons sur les situations africaines qui sont assez spécifiques, mais dans les perspectives de conflit et dans ce qui est un travail de recherche et voire d'anticipation, il faut aussi avoir l'œil sur les conflits qui peuvent faire appel à des écosystèmes politiques plus puissants. Est-ce que M. De Gallet a des questions qui viennent de nos partenaires? Il est difficile aux orateurs de répondre en même temps que nous écoutons, puisque ça nous distrait de l'attention que nous avons à apporter à nos collègues panélistes. Donc, j'ai essayé moi-même de répondre à une ou deux questions, mais j'étais obligé d'arrêter parce qu'il est difficile de faire les deux à la fois. Donc, j'imagine qu'il y a des questions qui sont arrivées au central et que peut-être on peut les adresser aux uns et aux autres, et notamment peut-être à M. Laurent Wagner, qui ne s'est pas encore exprimé. Alors, effectivement, toute une série de questions. Je vais commencer par celle qui s'adresse aux auteurs du rapport. Alors, il y a des questions très précises de méthodologie que je laisserai, pour lesquelles les auteurs pourront répondre directement, mais il y a une réponse, enfin, il y a une question sur la distinction entre le structurel, le conjoncturel et en fait, ce qu'en chimie, on appellerait un précipitant, c'est-à-dire le mélange existe et il faut quelque chose de
pas forcément d'extérieur, pour que ce mélange devienne explosif. Donc, comment on peut distinguer trois catégories, structurelles, conjoncturelles et précipitants, et une autre question qui est plus large qu'une question de méthode, qui est de savoir, dès lors que l'on a un mélange explosif de structurel, de conjoncturel qui dure, il faut finalement très peu de choses, une mutinerie dans une caserne pour faire exploser un pays. Et donc, dans ces conditions, comment analyser ces causes, comment les prédire et comment réagir. Voilà la première série de questions qui peut s'adresser aux auteurs, mais qui appelle aussi des réponses d'autres intervenants, le cas échéant. Est-ce que M. Laurent Wagner veut s'exprimer? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et merci beaucoup pour cette question qui est vraiment fondamentale pour expliquer notre approche et toute la complexité du système que nous avons voulu approximer et reproduire d'une certaine manière via cette analyse empirique et économique. Le point qui est vraiment fondamental dans cette question, c'est cette question du précipité, qui est par définition impossible à prédire via les méthodologies aujourd'hui, et sans tomber dans certaines formes de science-fiction où on pourrait imaginer potentiellement un jour être capable d'analyser en temps réel des messages Twitter ou des coupures de presse sur des sites Internet pour se rapprocher extrêmement précisément de cette mesure du précipité. Aujourd'hui, on en est incapable. Et donc, c'est ce qui justifie aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de risque et de probabilité et pas de conflits futurs qu'on va prédire. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, ce n'est pas parce que le risque est élevé que le conflit va forcément éclater. Cette étincelle peut ne pas arriver. La grande question, c'est de pouvoir mesurer dans quelle mesure la situation est elle-même inflammable sous ces deux critères où on a à la base un risque plus ou moins élevé qui, lui, va évoluer très peu dans le temps ou qui va nécessiter des politiques de long terme et des réformes profondes pour diminuer finalement la quantité de poudre dans le baril, si on peut poursuivre l'allégorie dans cette direction, et différencier les facteurs qui vont finalement pouvoir rapidement rajouter de la poudre dans ce baril, donc ce qui est des évolutions conjoncturelles, que ce soit, comme disait M. Derumeau tout à l'heure, l'apparition de bandes terroristes issues de pays voisins ou une conjoncture internationale défavorable. On pourrait très bien citer par exemple le cas de l'épidémie et de la pandémie de Covid aujourd'hui, où on assiste potentiellement à un très dur ralentissement de la croissance mondiale. Quel impact cette pandémie va avoir sur l'augmentation du risque dans les pays déjà exposés à un risque important, si les revenus, les remittances, enfin les transferts de migrants, pardon, se réduisent, etc. Donc, c'est pouvoir faire ces distinctions que nous apporte ce modèle, tout en laissant de côté cette notion d'étincelle ou de précipité qui, aujourd'hui, est en tout cas impossible à déterminer avec précision et qui pourrait conduire à tirer des conclusions précipitées, justement, dans ce contexte. Donc voilà, je pense que pour ne pas être trop long dans ma réponse, cette question représente vraiment fondamentalement ce que l'on a voulu faire au travers de cet indicateur et
nous avons essayé d'expliciter dans ce rapport. Merci. Sur un point que vous venez d'évoquer, qui est le Covid, je voudrais demander à Tertius son analyse sur la situation actuelle du Covid et éventuellement justement les risques qui pourraient se faire, puisqu'on annonce, il y a un certain nombre de voix pessimistes qui nous disent que cette crise va être très longue, et auquel cas, si la crise était très longue, peut-être qu'elle pourrait passer du paramètre conjoncturel à un paramètre plus structurel, parce que si elle doit durer longtemps, elle va sans doute créer des fractures nouvelles qui ont des chances de s'installer plutôt dans un registre structurel que conjoncturel. Comment les choses sont perçues, notamment au Burkina, Tertius Songo? Voilà, le micro était coupé, je l'ai allumé. Donc, vous avez tout à fait raison. Je crois que Laurent a vraiment apporté un peu l'éclairage sur ce facteur conjoncturel qui peut mettre le feu aux poudres. Et ce que le premier Jean-Pierre Raffarin dit, c'est la réalité qu'on observe, c'est cette crise qui semblait conjoncturelle, cette pandémie, s'installe. Et elle s'installe à sa manière. Et je pense que dans nos pays, si je dois dire un peu l'approche, c'est déjà faire en sorte que les approches soient beaucoup plus coordonnées au niveau régional, parce que c'est une pandémie qui, même si elle doit durer dans le temps, les mesures pour apporter une réponse prises individuellement par pays ne peuvent pas avoir une pleine efficacité. C'est-à-dire que ce soit sur le plan économique, les mesures qui soient prises, que ce soit sur le plan sanitaire, les mesures barrières. Donc, l'attaquer, c'est renforcer la coordination de l'action au niveau de la sous-région. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme on a dit, c'est continuer à avoir une approche qui permet, quand bien même la maladie s'installe, c'est de sauver des vies. C'est-à-dire renforcer les systèmes sanitaires. Ça devient une obligation. Renforcer les systèmes sanitaires et se rendre compte qu'il y a tout de même des personnes vulnérables, comment on prend en charge ces personnes vulnérables, comment on leur donne de l'espoir. Ça doit s'inscrire comme une politique. Ensuite, il y a ce deuxième aspect qui me paraît tout à fait important aujourd'hui, c'est qu'on s'installe dans la durée, mais il faut garder l'économie en état de marche. C'est clair que ces mesures qu'on a connues au départ, qui consistent à faire des lockdowns, à fermer un peu toutes les issues, à s'enfermer chez soi, à boucler toutes les portes de l'économie, ne sont pas des mesures opérantes, surtout dans nos pays où vous avez près de 85% de la population qui vit au jour le jour, qui ne peut pas se permettre le luxe de rester enfermée pendant 2 semaines chez elle. Comment garder l'économie en marche? Et garder l'économie en marche, c'est vraiment le soutien aux entreprises, c'est comment les prestations des services publics vont être maintenues. Parce que le problème dans nos pays, c'est un problème de l'efficacité de l'administration. Comment l'administration reste efficace dans cette situation de crise. Ça, et là, il faut sans doute qu'on y réfléchisse et je pense que des solutions sont en train d'apporter. Et comme je le dis, il y a le message politique, qu'il faut planter ces graines d'une plus grande résilience et ces graines d'une plus grande résilience demandent que tout le monde sache qu'on dépasse l'urgence. On n'est plus dans une situation d'urgence. Si on continue à avoir un message d'urgence, on n'ira nulle part. Il faut aujourd'hui avoir un message qui permet de développer des stratégies pour renforcer le capital humain, pour faire en sorte que des opportunités, c'est-à-dire se présentent et qu'il y ait de l'espoir. Vous avez tout à fait raison. On est en train de passer d'une phase conjoncturelle à une phase qui, je ne veux pas dire structurelle, mais de longue durée, mais qui demande que nous changeons de stratégie. Et j'ai plus confiance en Afrique, dans notre région, que la meilleure coordination au niveau de la sous-région donnera les meilleures réponses que les mesures isolées au niveau national. Merci beaucoup, Tertius. Des choses très intéressantes dans cette intervention aussi. Serge de Gallet.
des questions? Oui, alors une série de questions qui s'adressent à Tertius et à Paul. C'est la dimension ethnique. On a remarqué que Paul Desremaux n'avait pas mentionné les questions identitaires, les Touaregs. Et naturellement, cela fait partie des facteurs structurels à côté d'une dimension ethnique, la dimension démographique et la dimension religieuse. Et donc, comment, face à des facteurs structurels pratiquement innés, on peut réagir? C'est le premier type de question, et une question qui s'adresse à Tertius et à Paul, et une question qui s'adresse plus particulièrement à Paul Desremaux. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour donner de la réalité aux mots, le mot de confiance, d'espoir, de vision? Tout le monde partage ses espoirs, ses visions, cette confiance, mais que faire concrètement dans le contexte qui est celui, et qui est un contexte durable, qui est celui de l'Afrique? Monsieur Desremaux, c'est à vous. On commence par vous. Merci. Donc, je vais essayer de répondre à cette dernière question. Le concret résulte dans les objectifs qu'on peut atteindre en matière de réduction des risques par ces actions. Restaurer la confiance, je crois que c'est pour s'adresser à deux risques conjoncturels, non structurels majeurs, qui sont l'accroissement des inégalités et l'instabilité politique. Pour réaliser cela, il faut donc agir au niveau politique avec des institutions qui soient plus crédibles, des personnels politiques qui soient plus crédibles, par exemple peut-être aussi des partis politiques moins nombreux avec des conditions de validation qui soient plus dures, de façon à ce qu'on puisse rétablir une confiance de la population envers les politiques. La confiance, c'est aussi envers les administrations. On considère la plupart du temps que les administrations sont inefficaces, qu'elles sont corrompues. Il faut donc, à mon avis, mettre l'accent, surtout dans un pays comme le Mali, où on a une succession de conflits qui se sont passés, pour que les administrations soient plus efficaces. Un moyen peut-être premier, c'est d'augmenter la digitalisation de certaines administrations, notamment financières, pour réduire les possibilités de corruption en augmentant l'automaticité. C'est aussi de mettre le paquet, entre guillemets, sur un certain nombre d'administrations de base, comme les finances, la santé, l'éducation, pour les rendre beaucoup plus opérationnelles et capables de répondre aux intérêts du public. La force que j'ai évoquée comme deuxième orientation, c'est pour répondre, là, me semble-t-il, à deux risques structurels qui sont la vulnérabilité et le terrorisme ajouté au banditisme. C'est pour cela que agir sur l'armée, ça permet de répondre au deuxième souci. Agir sur l'économie, ça permet de répondre au premier. Et malheureusement, on constate qu'au Sahel, comme dans d'autres pays africains, depuis le début de l'année, pour des raisons d'élections en particulier, l'économie est passée au second plan, alors qu'elle va être nécessaire pour réduire la vulnérabilité de la zone, pour améliorer le pouvoir d'achat de chaque individu. Et redonner l'espoir, parce que là, je pense que c'est quelque chose qui s'adresse à tous les risques, qui permet de les modérer, c'est de voir à long terme comment peut évoluer le pays, de façon à ce qu'on puisse répondre aux préoccupations des populations et des cadres. Je ne sais pas, j'espère que ça répond à votre question. Oui, on voit bien que redonner l'espoir, ça passe aussi donc par la confiance envers les politiques, vous nous dites, mais on voit bien que dans presque tous les pays du monde,
la confiance vis-à-vis des politiques est en train de baisser vraiment, d'une certaine manière, tragiquement. Donc derrière ça, il y a quand même un débat démocratie-régime autoritaire. Les régimes autoritaires ne se préoccupent pas de l'adhésion de la population et de la confiance. Ils avancent avec les méthodes condamnées par les démocrates, mais les démocrates, eux, doivent chercher à gagner cette confiance, et c'est particulièrement difficile aujourd'hui, semble-t-il, dans les populations les plus jeunes, qui sont marquées un peu plus par les tendances individualistes, voire des égoïsmes, voire une communication par les réseaux sociaux très personnalisée. Donc, au total, une sorte de baisse du besoin collectif, du collectif. Est-ce que c'est comme ça en Afrique, Tertius? Est-ce qu'on sent que, au fond, la jeunesse est-elle en avance ou en retard par rapport au centre de gravité de la société sur la confiance dans le projet politique? Non, je crois que ça, c'est vraiment une question de fond. Il faut dire que tous ces problèmes dont Paul a parlé, qui ressortent de la question, que ce soit la religion, que ce soit l'ethnie, que ce soit un peu tous ces facteurs de fragmentation qu'on voit en Afrique, parce que c'est ça la vraie question qui fait en sorte que les gens manquent de confiance aux politiques. C'est parce que le politique met en avant des facteurs de fragmentation. La religion en soi n'est pas un problème, mais lorsqu'on utilise la rhétorique pour faire de la religion un facteur de division, l'ethnie en soi-même est une richesse, mais comment on intègre ces ethnies pour savoir que culturellement, on est plus fort parce qu'on apprend des autres, mais on peut utiliser cette ethnie, on peut utiliser ce régionalisme dans une rhétorique politicienne qui crée un peu ces différents germes de la violence. Donc aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus ce problème de la classe politique qui, parce qu'elle est appelée à gouverner, elle est appelée à apporter des réponses à des questions. Mais faute d'apporter des réponses à des questions, c'est la fragmentation qui devient un peu l'arme. Et la jeunesse suit un peu ces différents mouvements. Quelle est la préoccupation de la jeunesse aujourd'hui? C'est de pouvoir avoir l'espoir pour une meilleure vie, s'insérer dans une vie, pouvoir accomplir un rêve. Et naturellement, elle ne trouve pas ce rêve dans le projet politique. Peut-être le projet politique lui-même est un bon projet politique, mais dans la manière dont il est conduit. Alors, il se pose deux problèmes. Le premier problème, c'est comment arriver à faire en sorte que cette jeunesse croit en la capacité de nos pays. Parce que c'est ce deuxième élément qui est très vicieux. Ce n'est pas parce que ces pays traversent des situations de vulnérabilité que ces pays n'ont pas un potentiel énorme de développement. Le potentiel existe. Croire en ce potentiel, ça c'est le premier point. C'est ce message, penser que c'est possible. Le deuxième élément, c'est comment faire en sorte que ces jeunes aient plus une approche de mise en commun des intelligences et sans doute de leur force pour avancer, plutôt que de diviser. Donc oui, ce que vous dites est tout à fait, il y a une défiance aujourd'hui par rapport au système politique qui existe, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, mais je crois que de plus en plus, les jeunes ont confiance qu'ils peuvent, eux, trouver une place et sans doute avoir un projet de société. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous sommes avec eux et quand on parle de système politique, bon, il n'y a pas que le politique. C'est vrai que c'est le politique qui conduit. Tant que le politique n'a pas conscience que les choses peuvent avancer, il est vrai que les choses n'avanceront pas au rythme où il faut. Mais lorsque collectivement, et moi je le dis toujours, il y a un fond en dessous duquel on ne peut pas descendre. Les choses peuvent continuer à se dégrader. Mais il y a un fond. Lorsqu'on arrive à ce fond, les choses ne peuvent que remonter. Donc, il faut se préparer pour que si les choses ne remontent pas au moment où elles doivent remonter, lorsqu'elles atteignent ce fond-là, qu'on soit l'acteur du changement.
La théorie de la piscine, le coup de pied en fond de la piscine. Merci, Tersu. Peut-être une dernière question, Serge? Alors, une dernière question qui s'adresse à la fois à Patrick Guillaumont et à Jean-Pierre Raffarin, qui est le monde, enfin le monde extérieur à l'Afrique. Patrick l'a dit tout à l'heure, la FERDI milite pour une approche différente de l'aide au développement, pour que les pays fragiles n'aient pas la double peine, à la fois d'être fragiles et ne pas être aidés. La question est de savoir comment l'extérieur devrait se comporter pour pouvoir accompagner les Africains dans leur travail d'harmonie, de développement, éviter que les hommes politiques ne détournent des identités, des religions. Donc, la question, c'est pour l'étranger, enfin, institutionnel ou national, que faire? Monsieur le professeur Guillaumont. Réactivement. Merci, c'est une grande question et qui nous ramène au cœur du projet de ce livre et du débat que nous avons. J'ai été extrêmement intéressé et je dirais satisfait de l'intervention tout à l'heure de Paul sur le cas du Mali, parce que c'était une illustration parfaite de la distinction que nous avons cherché à établir entre les facteurs structurels et ceux qui ne l'étaient pas, avec cette interaction fondamentale dans l'occurrence des conflits entre ce que Laurent appelait tout à l'heure l'étincelle, ou Serge, la mutinerie d'une caserne qui arrive sur un terrain qui est inflammable. Alors, j'en viens à la question sur le plan de la politique vraiment internationale. Je crois vraiment que la communauté internationale ne peut pas prendre en charge chaque situation particulière. On l'a bien vu dans tout ce que Tertius a dit et Paul aussi. Chaque situation est spécifique. Mais dans la politique d'aide au développement, et notamment celle qui est conduite par les banques multilatérales, il est important d'éviter ce que Serge a appelé tout à l'heure la double peine, c'est-à-dire, ah oui, ils sont soumis à une grande fragilité politique, donc leur politique n'est pas bonne, donc ils vont être pénalisés, et c'est la double peine. Et l'intérêt précisément d'avoir des indicateurs de vulnérabilité structurelle, la vulnérabilité économique structurelle dont a parlé Paul, la vulnérabilité physique au changement climatique que nous avons cherché à mesurer à la FERDI à partir d'un indicateur spécifique, et puis cette vulnérabilité proprement politique et le risque structurel de conflit qui est lui-même lié en partie à la vulnérabilité économique et à la vulnérabilité climatique. Eh bien, cette interaction de ces trois types de vulnérabilité structurelle doit être un des critères d'allocation de l'aide, parce que c'est une façon de prévenir sans, je dirais, sans ingérence sur la politique elle-même, parce que seuls les pays eux-mêmes peuvent être à même de mettre en œuvre la politique de prévention, de rétablissement du contrat social, de donner de l'emploi aux jeunes, etc. C'est leur responsabilité. Et la communauté internationale ne peut pas se substituer aux États nationaux dans la définition de cette politique. Mais elle peut donner le moyen à ceux qui sont les plus fragiles structurellement de mettre en œuvre de ces politiques, et pour ça il faut des critères d'allocation. Ils ne seront jamais imparfaits, il y a toujours des situations particulières, mais plutôt que d'avoir de mauvais critères, il vaut mieux avoir des critères qui ne soient pas trop mauvais, et justement la vulnérabilité structurelle en est un. Et quand on a voulu essayer de promouvoir cette idée, il y a un autre livre qui vient de sortir de la FERDI auquel je peux vous renvoyer sur le site et qui s'appelle Mesurer les vulnérabilités pour allouer l'aide au développement, qui s'adresse principalement aux banques multilatérales. Eh bien, on essaie de mettre en place justement des indicateurs qui sont toujours discutables,
mais qui sont meilleurs que ceux qui sont utilisés, puisqu'il en est utilisé, parce que les banques multilatérales sont soumises par leur gouvernance à avoir une formule d'allocation, eh bien, pour la formule, il faut des indicateurs. Bon, alors les indicateurs n'indiquent que ce qu'ils peuvent, mais puisqu'on les utilise, eh bien, il faut les améliorer. Et c'est un peu le but de notre effort à la FERDI, et en particulier sur ce qui est le plus difficile d'identifier de façon structurelle, le risque de conflit. C'est pour ça qu'il y a vraiment, ce n'est pas une politique, c'est un outil pour une politique internationale qui soit respectueuse des priorités nationales, des valeurs nationales, des politiques nationales, qui ne soit pas trop ingérente, mais qui en même temps donne au pays les moyens de faire face aux handicaps qui sont structurels et notamment à ceux qui menacent la paix dans les pays. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Écoutez, je crois que vous avez répondu assez clairement à cette question. Je retiens dans le prolongement de ce que vous dites, 4 orientations peut-être pour essayer d'avancer sur cette vision du monde à laquelle nous appelle Serge. En reprenant ce qui a été dit, je dirais que premièrement, quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est Tertius, il faut regarder dans la même direction. Vous vous souvenez de cette belle phrase de Saint-Exupéry, s'aimer, c'est non pas se regarder l'un l'autre, mais se regarder ensemble dans la même direction. Donc ça, je crois que c'est quand même très important qu'on ait au niveau mondial une sorte de consensus minimum de gouvernance. Car naturellement, si on est complètement éclaté, si notamment l'unilatéralisme que proposent les Américains aujourd'hui, enfin le président Trump aujourd'hui devenait la loi dominante, et si chacun vivait simplement sur ses propres intérêts, on se trouverait quand même dans une situation internationale extrêmement tendue, et il est très important d'avoir un minimum de consensus, notamment sur la situation, je dirais, de la science diplomatique, que c'est quand ça va mal qu'il faut parler avec l'autre. Si naturellement, quand les États-Unis ne sont pas contents de l'OMS, ils quittent la table de l'OMS, après ils se plaignent que la Chine prenne la place. Oui, mais c'est le problème du multilatéralisme, c'est quand même d'être autour de la table. Et donc, il est, je crois, très important, ils ont fait la même chose à l'UNESCO, il est très important d'avoir un minimum de consensus. Le consensus de Washington était d'une certaine manière un maximum de consensus. Là, je crois qu'il faudrait au moins un minimum, une plateforme minimale qui soit acceptée par les uns ou les autres. Sinon, il est évident que la gouvernance mondiale ne serait qu'un rêve. Ça, c'est le premier point, je trouve, qui était utile dans ce débat d'être dit, il faut regarder ensemble dans la même direction. Le deuxième point, c'est, je crois qu'il faut reconnaître la complexité. C'est dit tout à l'heure, la connaissance de l'histoire locale, au fond, il faut mettre beaucoup plus d'énergie qu'on ne le met aujourd'hui dans la compréhension des vies nationales, des sociologies territoriales. Et au fond, le monde dans son ensemble est quand même jacobin. Et ce sont les idées d'en haut qui gouvernent les espoirs d'en bas. Et donc, on voit bien aujourd'hui que nous avons besoin de reconnaître la complexité. Du point de vue de la complexité, l'indicateur de la FERDI est un bel exemple où on peut mettre beaucoup de choses et pouvoir en même temps rechercher un levier utile pour avancer. Mais naturellement, c'est un acte de complexité et il faut des actes de complexité. Il faut reconnaître qu'il y a des contraires, il faut reconnaître qu'il y a des forces et que finalement, l'avenir n'est pas toujours A ou B, mais c'est souvent A et B. Et donc, il faut pouvoir, comme dans l'indicateur, analyser et le structurel, et le conjoncturel, et le politique, et le militaire, et systématiquement conjuguer la pensée globale, la pensée complexe. C'est, je crois, une nécessité, et ça veut dire que méfions-nous de tous les simplismes et de tous les populismes qui cherchent au contraire à réduire ce qui est extrêmement complexe. De ce point de vue-là, si vous voulez,
voyons combien c'est difficile aujourd'hui, car la diplomatie ou les situations internationales deviennent de plus en plus des sujets traités par les masses médias, et donc l'opinion publique internationale est amenée à avoir des idées simples sur des sujets extraordinairement complexes. Donc là, il faut bien se dire que il faut essayer d'avoir une résistance, et c'est un peu le travail de nos fondations, une résistance pour affirmer la complexité et pas entraîner tout le monde sur les voies d'un simplisme. Certes, il faut être compréhensible, certes, il faut être lisible, certes, il faut pouvoir être clair, néanmoins, il faut reconnaître la complexité des processus. Et notamment, je veux dire, par exemple, sur notre espace géographique euro-africain, malgré toutes les difficultés, reconnaissons que nous sommes complètement liés et qu'il n'y aura pas de bonheur de l'Afrique dans le malheur de l'Europe ou de malheur de l'Europe dans le bonheur de l'Afrique. Nous avons un destin commun. Il faut pouvoir, malgré les situations et les différences et la diversité, mesurer que cette complexité nous marque et nous marque à jamais. Troisièmement, en ce qui concerne l'Afrique, je trouve que le débat sur cette nécessaire coordination au-delà des nations, on voit bien que la question là qui est posée, elle dépasse les frontières nationales. Et donc, se pose la question de la, disons, parlant de l'intégration, ce qu'on voit sur les questions d'ailleurs de marché, de monnaie, mais aussi aujourd'hui sur le plan social, on voit bien qu'on a besoin de progrès d'intégration et qu'on ne pourra pas trouver des fléaux qui se généralisent et qui dépassent les frontières avec simplement des réponses nationales. Il est évident que si l'ennemi est global, on pourra difficilement le combattre avec des approches singulières. Donc là, je pense que ce que disait tout à l'heure Tertius sur coordination nécessaire, donc dans la logique des intégrations, il faut pouvoir essayer d'avancer quelque peu. On a des satisfactions parce que, on l'a vu, Tertius, le multilatéralisme africain avance plutôt bien et par rapport à d'autres continents, il n'a pas à rougir. Donc, il faut pouvoir utiliser ces processus pour pousser en avant les logiques de paix. Et enfin, je termine par une quatrième orientation, mais qui m'est inspirée par la démarche de la FERDI, cher professeur Guillaumont, c'est qu'au fond, la science elle-même peut être à la fois au-dessus des conflits et avoir une vision assez objective, mais en même temps, ça peut être aussi un acte, je dirais, de militantisme. Je pense qu'au fond, ce que votre indicateur, il permet quand même une réflexion, il permet quand même de pouvoir avoir une certaine forme de lucidité, et même si on ne peut pas prévoir, on peut quand même alerter, on peut quand même dénoncer, on peut quand même éclairer, on peut quand même faire en sorte que grâce à la science, on a quand même un message qui, quelque peu médiatisé sous différentes formes, montre que la science peut être facteur de paix, je dirais presque ici en l'occurrence outil de paix, que l'acte scientifique qui consiste à porter un regard pénétrant à la fois vertical et très horizontal, ce regard scientifique-là, au fond, c'est un acte militant de paix. Et parce que c'est un acte de lucidité et de pertinence. Donc, je pense que ce que nous faisons, je suis très sensible avec Leader pour la paix à cette nécessité de la lucidité collective et que finalement, travailler un indicateur, c'est au fond travailler la pensée globale. Et de ce point de vue-là, même si c'est spécifique, même si c'est complexe, c'est justement une matière qui est, je dirais, homothétique aux besoins politiques d'analyse qui est le nôtre. Donc voilà, je crois que c'est une approche très positive et je crois, Serge, que nous sommes au bout de notre temps. Si tel est le cas, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des participants, remercier la FERDI avec Patrick Guillaumont, mais toute l'équipe qui est ici, remercier M. Paul Desmereaux qui est avec nous et qui nous a apporté ce regard pénétrant sur le Mali, remercier
évidemment Tertius qui toujours nous donne une colonne vertébrale intellectuelle, solide et charnue, humaine. Et c'est, je crois, très important d'avoir et la force et le volume. Merci beaucoup de cette participation et merci à toutes les équipes et donc aux deux chercheurs, Soso et Laurent, qui nous ont apporté cette réflexion. Cette réflexion n'est pas achevée et je suis sûr que mon ami Serge de Gallet va nous organiser des étapes suivantes. Lui qui est à un pied dans chacune des fondations, il nous permettra bien de marcher ensemble. Je vous remercie beaucoup et je laisse peut-être à Serge le point éventuellement de dire un mot si c'est nécessaire et je lui laisse la parole en le remerciant. Non, je crois que tout a été dit et je viens trop tard. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et effectivement, avec la FERDI, on peut imaginer sur ce sujet ou d'autres sujets des webinaires communs. Juste un mot peut-être, Serge, pour joindre mes remerciements à ceux de Jean-Pierre Raffarin qui a utilisé des mots que je n'aurais pas osé utiliser, mais pour justifier notre projet. Et je crois qu'il en a présenté vraiment l'enjeu le plus profond et je l'en remercie infiniment. Et naturellement, ce projet est un projet en cours, il va se poursuivre, il doit s'améliorer pour aller vers une meilleure appréhension de la complexité de ces situations qui ont été si bien décrites par les uns et les autres. Merci à tous et merci à la Fondation Prospective et Innovation et Leader pour la Paix. Merci.